Des locaux de l'Institut de recherches économiques et sociales de l'Université de Kinshasa, réhabilités et équipés en matériels informatiques ainsi qu'en mobilier grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF à travers son projet d'appui à la relance de l'économie congolaise. À la douane congolaise, son directeur général adjoint en charge des questions techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, vient de représenter l'autorité douanière nationale aux conférences de la Fédération des entreprises du Congo FEC à l'occasion de ses 50 ans d'existence sur la fluidité des importations et exportations dans le Haut-Katanga. En marge de la grande échéance fiscale du 30 avril 2024 qui concerne la déclaration du sort de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, exercice fiscal 2024 revenu 2023, la Direction générale des impôts DGI appelle les entreprises concernées à présenter leurs états financiers annuels certifiés qui seront accompagnés de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. En cas de présentation des états financiers non certifiés, ils seront mis à la charge du contribuable défaillant une amende de 100 millions de francs congolais. Le développement de ces titres étant d'autres dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement dans une présentation signée Muriel Makiese-Lutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Cérémonie des réceptions officielles des petits travaux d'aménagement des locaux et présentation des mobiliers et équipements informatiques à l'Institut des recherches économiques et sociales IRES, précisément dans la faculté de l'économie de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. C'était le mardi 9 avril 2024 en présence du coordonnateur national de la CFF et du projet d'appui à la relance de l'économie congolaise, PAREC. Objectif, améliorer les conditions de travail et d'études à l'IRES. Reportage. Nous sommes à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, précisément à l'Institut des recherches économiques et sociales IRES, où les fournitures des mobiliers des bureaux, de la bibliothèque et les matériels informatiques sont réceptionnés. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la relance de l'économie congolaise PAREC, financé par la Banque africaine de développement BAD, sous la coordination de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Autres ouvrages réalisés et réceptionnés dans le cadre de ce projet sont l'installation et la réhabilitation du système d'évacuation contre les eaux de pluie pour préserver les bâtiments ainsi que les petits travaux d'aménagement des salles de réunion et autres locaux. Mes impressions sont de grande satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'université de Kinshasa a 70 ans. Ça veut dire que nos bâtiments sont en train de vieillir. Alors, à côté de la construction de nouveaux bâtiments, nous devons entretenir et réfectionner ceux qu'il y a déjà. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'UNIKIN est heureuse du geste fait par le PAREC qui vient de réfectionner certains auditoires, certains bureaux et de les équiper aussi. La faculté a bénéficié de nouvelles chaises, de nouvelles tables. La faculté, l'IRES a aussi été équipée en climatisation. Il y a des vidéoprojecteurs. Aujourd'hui, dans certains auditoires que nous avons ici, à l'IRES et à la faculté des sciences économiques et de gestion, on peut suivre des cours à distance. On peut même participer à des conférences tout en étant ici à l'UNIKIN. On peut participer à des conférences internationales. Vous savez, nous devons faire bon usage de tout ce qui vient d'être installé aujourd'hui. On doit bien entretenir. Et ça, c'est un appel que je lance d'abord à nos étudiants, mais pourquoi pas aussi aux enseignants, les professeurs, les assistants et chefs des travaux. Ils sont tous appelés à bien gérer le matériel que nous venons d'acquérir aujourd'hui. C'est donc un appui institutionnel et une contribution au renforcement des capacités opérationnelles techniques des structures impliquées dans la réalisation des activités de l'IRES. La cérémonie du jour, je dirais que marque pratiquement un tournant pour nous. Pourquoi ?
parce qu'après avoir rayonné, n'est-ce pas, à travers le monde, nous sommes aujourd'hui devenus l'ombre de nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous étions pionniers en matière de production des indices de prix et aujourd'hui nous sommes laissés un peu à la traîne. Et ce qui fait que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir comment redynamiser, n'est-ce pas, notre structure, donc ce centre de recherche, avec l'appui évidemment du comité de gestion. Et c'est ici pour nous, n'est-ce pas, donc une fois de plus l'occasion de remercier, soit d'abord la Banque africaine du développement, pour nous avoir alignés, n'est-ce pas, parmi ses bénéficiaires, et CCF, n'est-ce pas, qui non seulement, n'est-ce pas, nous a donc permis, n'est-ce pas, de bénéficier, mais nous a également accompagnés. Alain Longongo, coordonnateur national du projet, a à son tour dévoilé les grandes lignes du projet ainsi que son principal objectif. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer les résultats budgétaires et de relancer l'économie congolaise. Il est mis en œuvre par notre structure, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, que je représente, qui est une structure sous la tutelle de son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances. Le projet, le PAREC, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui poursuit l'amélioration des conditions de travail dans les universités en vue d'appuyer la recherche scientifique. Nous exhortons la communauté universitaire en général et les membres de l'IRES en particulier de faire bon usage de ces locaux réhabilités et matériels fournis pour la promotion de la recherche au sein de notre faculté et l'amélioration de la qualité de la formation de nos étudiants. C'est dans cette même optique que pour mieux orienter les interventions de la prochaine phase, les interventions du PAREC en faveur de l'IRES, qui s'articuleront principalement sur la construction d'un bâtiment moderne et la formation des chercheurs dans des centres spécialisés, nous invitons l'équipe dirigeante à maintenir son engagement à travailler de manière efficace pour l'atteinte des objectifs du projet. Je voudrais, en terminant mon propos, d'abord inviter tous les anciens de la faculté des sciences économiques à créer une coalition pour appuyer notre faculté. Elle a besoin des appuis et nous avons tous les capacités de pouvoir mobiliser les ressources pour appuyer notre faculté. Je termine mon propos en affirmant encore une fois l'engagement de notre structure, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, à mettre à la disposition des autorités du gouvernement congolais des outils de gestion et de décision favorisant la relance de l'économie à travers le PAREC. Cette journée a été marquée aussi par la visite des bâtiments réfectionnés et réhabilités pour chuter à la réception officielle des petits travaux d'aménagement des locaux et des présentations de mobilier à l'IRES, précisément dans la faculté de l'économie de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. La Banque mondiale, par le biais du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses publiques en RDC encore, sous la coordination du COREF, a doté la direction de gestion de la base de données numériques des ressources humaines de l'État et recensement des BDR de la fonction publique de véhicules. Geste qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du fichier de référence de l'administration publique FRAP. C'était le vendredi 12 avril 2024 au siège du COREF, ici à Kinshasa, en présence de Geneviève Mizekele Katengezia sur les images d'Armen Ngoma Moussakanda. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, Jean-Pierre Liyaou, qui est son directeur des cabinets adjoints, a réceptionné des mains du secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, Godefroy Misenga, les clés des deux véhicules 4x4 Pimpan 9, dont de la Banque mondiale à travers les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses encore. Ces véhicules qui viennent renforcer les charrois automobiles de la direction de la gestion de la base des données numériques, des ressources humaines et de l'état recensé des BDR
vont faciliter la mobilité de l'équipe et du projet du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie, CIGRH Paye. Les standards internationaux recommandent que l'enveloppe salariale tourne autour de 45%. Et le manque de maîtrise de fichiers de fonctionnaires fait que nous allions à des taux de rémunération qui dépassent cette norme internationale de 40%. Et tout ceci a fait que le ministère de la fonction publique a amorcé des chantiers majeurs de réforme pour assainir le fichier dans le but de maîtriser l'enveloppe, étant donné que la pratique actuelle, le budgétaire actuel, si on continue, nous consommons presque la moitié du budget pour payer les salaires, alors qu'on ne finance pas les autres rubriques, notamment les dépenses d'investissement, qui deviennent des dépenses résiduelles après qu'on ait payé les salaires. Il était donc important, et vu les efforts qui sont déployés au niveau de la fonction publique, les bailleurs ont été attentifs et ils sont venus accompagner ces efforts au travers du projet Encore pour accompagner le ministère à assainir le fichier et déboucher sur un fichier de référence qui va rationaliser les effectifs et arriver à une enveloppe qui serait soutenable et surtout dégager un espace budgétaire pour les autres domaines du budget, notamment les investissements majeurs qui font défaut pour le pays. Vous le savez, nous sommes en train de financer le mission en province et aujourd'hui on est en train de collecter les résultats, mais la direction avait des soucis majeurs de s'émouvoir, de faire les contrôles, la coordination de ce qui s'est fait sur le terrain. Et le but c'est donc de permettre au directeur qui a en charge la coordination de cette réforme d'être mobile et surtout de palper du doigt sur le terrain de ce qui s'est fait. Justin Moutoumossi, directeur chef de service de la direction de gestion de la base des données numériques, des ressources humaines et de l'État recensé des BDR, a promis à son tour que ces engins roulants réceptionnés seront utilisés en bon escient. C'est le secrétaire exécutif du projet, appuyé par la Banque mondiale, pour ces outils de travail que nous recevons avec satisfaction pour le bon accomplissement des tâches qui sont les nôtres, car les défis sont énormes dans ces chantiers de la maîtrise des effectifs et nous osons croire qu'avec ces outils, nous aurons beaucoup plus de facilité pour esquiver ces difficultés sur le plan logistique. Et rassurons à l'autorité du VPM ici représentée qu'effectivement c'est un bon père de famille que nous allons en faire usage. Encore une fois, merci aux partenaires que la Banque mondiale à travers le projet Encore. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme relative à la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'administration publique et de la masse salariale qui vise à remédier à l'une des faiblesses dont souffre la gestion des finances publiques en RDC depuis plusieurs décennies, notamment celle liée sur l'absence de la maîtrise des effectifs et de la pratique des enveloppes globales non nominatives qui affectent la qualité de la dépense de la paie du personnel. Au nom du vice-premier ministre empêché, nous sommes très ravis de cet apport ou de cet accompagnement de la Banque mondiale via Corep qui a songé de soutenir la direction d'identification biométrique des agents par ces engins pour sa mobilité. Cela prouve à suffisance que la Banque mondiale est en train d'appuyer réellement le gouvernement congolais dans ces combats-là. Parce que le souci du gouvernement est d'avoir un fichier de référence, un fichier fiable des agents publics de l'État qui aura comme impact aussi sur les trésors publics par rapport au salaire des agents. Dès qu'on a la maîtrise des effectifs, on a un fichier fiable, ça nous permettra d'avoir une enveloppe bien précise qui pourrait destinée au paiement et avoir d'autres réserves par rapport à d'autres projets. C'est ainsi que nous sommes là pour remercier
encore nos partenaires par rapport à ça et que ça ne soit pas le dernier geste, qu'à chaque fois qu'il y a des occasions, qu'ils puissent appuyer le ministère de la fonction publique parce qu'il y a plusieurs choses à faire et ce n'est que le début. Que la Banque mondiale retrouve ici notre gratitude par rapport à ces gestes. Il s'y est de signaler que ces efforts visent à renforcer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de la 52e réunion du Conseil des ministres, tenue au mois de mai 2022, avait instruit les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public et le ministre d'État en charge du budget de finaliser dans un délai raisonnable les nettoyages du fichier des références des agents de l'État. La Fédération des entreprises du Congo FEC célèbre ses 50 ans d'existence, occasion pour la section du Haut-Katanga qui a organisé du 10 au 11 avril 2024 2 journées de conférences sur l'import-export. Quoi de plus normal que la douane congolaise soit l'invité spécial à ces assises tenues au Pullman Hotel Caravia de Lubumbashi. Le directeur général adjoint en charge des questions techniques de la douane congolaise, Jean-Louis Baouna Mabolia, a fait les déplacements de la capitale du cuivre pour représenter l'autorité douanière nationale à ces échanges combien importants et opportuns. Lambert Youma Ramazani pour les explications. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Si hier les Anglais disaient ainsi, eh bien aujourd'hui l'on pense que le temps, c'est même la vie. Mûs par cette approche, les opérateurs économiques de la province du Haut-Katanga ont mis à profit la célébration des 50 années d'existence de leur chambre de commerce pour réfléchir sur la fluidité du trafic sur le corridor Kasumbalesa, devenu aujourd'hui un casse-tête. Vous vous en souviendrez en effet de multiples reportages réalisés par votre magazine sur les embouteillages, l'engorgement sur la voie conduisant à Kasumbalesa et ses talents parfois sur plus de 50 kilomètres. D'où la présence dans cette salle de conférence du Pullman Hotel Caravia de Lubumbashi des membres de la FEC, des représentants de la DGDA conduits par Jean-Louis Baouna Mabolia, directeur général adjoint responsable des questions techniques douanières, des commissionnaires, des transitaires et déclarants en douane, de l'Office de gestion des fret maritimes, des transporteurs routiers internationaux et nationaux, de la Société nationale des chemins de fer du Congo, des banquiers, bref, de tous ceux qui interviennent dans le circuit de l'importation ou de l'exportation et donc dans la procédure de dédouanement des marchandises. Et en croire le président de la FEC au Katanga, d'importantes sommes d'argent échappent au trésor public suite à la lenteur qu'accuse la traversée de la frontière de part et d'autre, et donc entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Notre forum vise à élaborer un plan d'action concerté pour surmonter les obstacles qui entravent la fluidité du trafic international et pour accélérer la mise en œuvre des réformes nécessaires. Il est impératif donc de reconnaître que le manque de fluidité a occasionné un manque à gagner considérable, estimé à plus de 4 milliards de dollars américains en termes de revenus d'exportation et à plus de 1,5 milliard de dollars en revenus pour l'État. Pour le directeur provincial de la DGDA Katanga, la problématique de désengorgement du trafic est au cœur de ses préoccupations depuis son avènement à la tête de cette province douanière. La solution à ce problème suggère l'implication de la partie zambienne aussi. J'aurais pensé que ce problème est un tango qui se danse à deux. J'aurais sûrement souhaité que l'autre partie, c'est-à-dire la partie zambienne, assiste à cette conférence. Parce que, selon mon intime conviction, rien ne peut se faire sans que la Zambie soit totalement impliquée dans la résolution des causes qui entravent la fluidité. Le défi présent à nos postes frontaliers nécessite des actions communes qui impliquent la réduction du coût des échanges, la mobilisation des recettes du trésor public ainsi qu'une garantie d'un système mieux élaboré d'échange d'informations sur le trafic international entre la RDC et ses partenaires.
Plusieurs sujets repartis, dont plusieurs panels, ont épluché la question de la conduite en douane, la prise en charge, la vérification jusqu'à la liquidation. Des experts ont échangé dessus. Il ressort que sur le plan juridique, certaines dispositions reprises dans le code de douane deviennent obsolètes. Le code de douane lui-même, fortement amendé, devient presque caduque. Le décret présidentiel limitant à 4 les services habilités à travailler à la frontière n'étant jamais respecté nécessite une revisitation car même l'ordre opérationnel en souffre. Et donc, en rapport avec le trafic routier, il a été déploré la multiplicité des postes de contrôle, la double facturation sur certains tronçons, la tracasserie et l'insécurité dont sont victimes les camionneurs entre Kasumbalesa et Kolwezi. La question de la redéfinition de la profession du transitaire, du commissionnaire et du déclarant en douane n'a pas échappé aux discussions étendues sur 2 jours d'affilée, soit le 10 et le 11 avril 2024. La DGDA se réjouit de ce genre de forum et encourage la FEC ainsi que les autres services à pouvoir organiser différentes rencontres de ce type pour pouvoir ensemble creuser les problèmes que nous rencontrons tous les jours, aussi bien dans le secteur privé que public et tous les autres opérateurs œuvrant dans le secteur. Les résolutions seront ainsi soumises à qui de droit pour que se vive la fluidité, la rapidité dans le domaine de l'import-export. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma pour Fiscalité et Développement. Madame, Messieurs, en marge de la grande échéance fiscale du 30 avril 2024 qui concerne la déclaration du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, exercice fiscal 2024, revenu 2023, la Direction générale des impôts DGI appelle les entreprises concernées à présenter leurs états financiers annuels certifiés qui seront accompagnés de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. En cas de présentation des états financiers non certifiés, il sera mis à la charge du contribuable défaillant une amende de 100 millions de francs congolais. Plus de détails dans cette lecture de Jocelyn Babalomba. La Direction générale des impôts invite tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits IBP suivant le régime des droits communs à la stricte observance de l'arrêté ministériel numéro 014-K-Mine-Finance-2023 du 16 mai 2023 qui fixe les mesures d'application de l'article 41 de la loi numéro 004-2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, relatif à la certification des états financiers annuels, des synthèses des entreprises devant accompagner la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. En application des dispositions de cet arrêté, les états financiers annuels de synthèse à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2024, revenu 2023 à souscrire à l'échéance du 30 avril 2024 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Aussi, les contribuables concernés relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts et des centres d'impôts synthétiques sont-ils invités à désigner, selon les cas, un commissaire au compte ou un expert comptable pour accomplir cette tâche. En cas de présentation des états financiers non certifiés, il y sera mis à la charge du contribuable défaillant une amende de 100 millions de francs congolais conformément à l'article 93 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées par la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024.
En plus, lors du contrôle fiscal, le contribuable concerné fera l'objet d'une taxation d'office pour les rejets des états financiers, y compris la déclaration de l'IBP, conformément aux dispositions des articles 14 et 41 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 susmentionnée. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 15 alinéa 3 de l'arrêté ministériel précité et l'article 92 de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 tel que modifié et complété à ce jour, il sera également appliqué en cas de non-transmission à la DGI des états financiers certifiés 30 jours après notification de la taxation d'office, des astreintes de 100 000 francs congolais par jour de retard pour les personnes morales et 25 000 francs congolais par jour pour les personnes physiques. Dans ces cas, les astreintes seront décomptées depuis le 30 avril de l'année jusqu'au jour de la transmission effective des 10 états financiers à la DGI. Tenant compte de ce qui précède, la Direction générale des impôts exhorte vivement tous les contribuables soumis au régime des droits communs à procéder à la certification de leurs états financiers annuels de synthèse afin d'éviter l'application des pénalités fiscales et de la procédure de taxation d'office. Faite à Kinshasa le 11 mars 2024. Communiqué signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. Un message de félicitations dans ces magazines. En mon nom propre et au nom de tous les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, je vous présente les vives et sincères félicitations pour la marque de confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de témoigner en votre personne en vous nommant en qualité de Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo. En effet, la DGRAD et l'ensemble de ses cadres et agents vous promettent leur soutien inconditionnel à travers une mobilisation accrue de recettes non fiscales afin de donner à votre gouvernement les moyens de son action au profit du peuple congolais. Que le Seigneur vous accompagne dans l'accomplissement de cette lourde tâche et comble vos prestations de bénédiction. Fait à Kinshasa le 11 avril 2024. Message de félicitations signé Jean-Lucien Boniemé Ekofo, directeur général. L'Association des sportifs sans frontières, ASAF, était dans le mur de l'Inspection générale des finances, IGF, pour plaider la cause des léopards qui ont participé aux 13e Jeux africains d'Accra au Ghana. Plus de détails dans cet élément préparé par la cellule de communication de l'IGF. Suivez. L'Association de sportifs sans frontières, structure syndicale des sportifs congolais, chapeautée par Maître Paul Junior Kabamba, a conduit ce jeudi 11 février 2024 à l'Inspection générale des finances, IGF, un échantillon de la délégation des léopards de différentes disciplines sportives qui ont représenté la RDC aux 13e Jeux africains d'Accra pour demander à l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 2 de la loi portant création de l'IGF, de faire les investigations approfondies dans les cadres des contrôles a priori et a posteriori sur les fonds alloués au ministère des Sports pour les préparatifs ainsi que la prime des participations des athlètes et du staff technique qui ont représenté la RDC aux 10 Jeux, fonds sur lequel les athlètes soupçonnent la mauvaise gestion ainsi que la malversation financière. Prennent la parole monsieur l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, qui était assisté de son adjoint, a promis d'en statuer pour retracer le processus dans le pipeline du Trésor public pour dénicher ou serrer le blocage. Chose faite. L'œil du président de la République, le gardien des finances et des biens publics, a impulsé les mouvements et ce soir, une partie des bénéficiaires a reçu le message d'accréditation de leur compte et les autres pas encore. Ces athlètes ont compris que la patrouille financière que l'inspecteur général des finances a mise en place est la clé de l'éradication des antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Ceci étant, l'Association des sportifs sans frontières, par le biais de son président national, Maître Paul Junior Kabamba, présente sa gratitude à l'inspecteur général des finances,
pour son sens élevé des responsabilités et d'impartialité et surtout des patriotismes pour l'obtention des résultats escomptés. En outre, l'Association des sportifs sans frontières, ASAF, formule son vœu de pouvoir outiller davantage l'Inspection générale des finances des éléments importants pour permettre à cette institution gardienne des finances publiques de sauver les trésors publics qui a été longtemps saigné par les animateurs du secteur de sport pour assouvir leurs intérêts privés au détriment des ayants droit. Que vive le sport congolais, que vive la SAF, que vive l'IGF. L'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'insécurité causée par le régime de Kigali sous couvert des terroristes du M23. Le gouvernement congolais est appelé à mettre en place des politiques économiques intelligentes pour équiper l'armée dans l'objectif de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Ce soir, Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur national de l'ASBEL Toile d'Araignée, répond aux questions de nos téléspectateurs en rapport avec le secteur des télécommunications. Regardez. Debout Congolais, unis par l'essor, unis par l'effort. Notre effort pour terminer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo doit être croissant. La fois passée, nous vous avions parlé de la loi cadre sur les télécommunications en République démocratique du Congo qui était tripatouillée et avec le concours des opérateurs des télécommunications privés en RDC, chose qui ne peut pas être acceptée sous d'autres cieux, notamment aux États-Unis, en Europe, dans la mesure où les opérateurs privés commencent à gérer des backbones de la fibre optique, de gérer la plateforme d'interconnexion, de gérer le gateway, de gérer les points d'atterrage. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être acceptées en République démocratique du Congo parce que non seulement l'État perd beaucoup d'argent, mais nous sommes à nu à travers le monde. Et il y a même des opérateurs privés qui font ce travail-là, qui accèdent à toutes nos informations. Alors, pour vous donner une toute petite idée de ce qui se passe aux États-Unis et pourquoi nous nous acharnons, nous, au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de l'ASBEL Toile d'Araignée, pour que cette loi cadre-là soit réélue et qu'on réintègre la centaine d'articles qui étaient tripatouillés pour permettre à l'opérateur public qui se trouvait être la SCPT de pouvoir retrouver tout ce pouvoir régalien. Suivez cet extrait d'un documentaire très important. La réponse aux événements du 11 septembre aura donc pris la forme d'une carte blanche pour espionner n'importe qui, n'importe où. L'autre réaction au 11 septembre a été la prise de mesures très strictes. Il fallait agir de façon à ce qu'une attaque de ce type ne puisse plus se reproduire. Mais pour que ces nouvelles mesures portent leurs fruits, la NSA doit entrer de plein pied dans l'ère des communications modernes. L'essentiel des communications, qui s'effectuaient jusque-là par le biais de signaux satellites facilement interceptables, transite désormais par des câbles à fibre optique enfouis sous les mers. Pour mieux comprendre le défi auquel est confrontée la NSA, nous avons suivi le trajet d'un email à travers la planète. James Bamford est à Kuala Lumpur pour effectuer des recherches sur le réseau de communication d'Al-Qaïda. Dans un café possédant une connexion Wi-Fi, il tape un email à l'intention de notre producteur à Boston. Son message est anodin, mais il contient des phrases et des mots-clés que les superordinateurs de la NSA sont programmés pour repérer. Comme par exemple, faire sauter la Maison Blanche, détruire le Capitole ou guerre biologique. Lorsqu'il appuie sur la touche envoi, son email rejoint instantanément les dizaines de messages qui transitent par le réseau Internet sans fil. Ces messages sont ensuite acheminés vers un grand centre de télécommunications de Kuala Lumpur. Là, les données analogiques sont converties en signaux numériques
qui sont envoyés sous forme d'impulsions lumineuses dans un câble à fibre optique s'enfonçant dans la mer de Chine méridionale au large des côtes de Malaisie. En chemin, l'email de James Bamford se mélange à des milliers d'appels téléphoniques, d'emails et de fax en provenance de centaines de villes asiatiques. Puis cet amas de données traverse l'océan Pacifique à la vitesse de la lumière. 5 centièmes de seconde après que le message a été envoyé, il arrive à 2 mètres sous cette plage de Californie, près de la ville de Morro Bay. C'est ici, sous les pattes des mouettes et les pieds des surfeurs, qu'arrivent les communications en provenance d'Asie. À quelques kilomètres dans les terres, les messages transitent par un petit bâtiment anodin près de San Luis Obispo. Si vous voulez espionner les communications internationales, San Luis Obispo est l'endroit idéal. C'est ici qu'arrivent 80% des communications en provenance d'Asie. Mais ce n'est pas là que la NSA commence son travail d'écoute. Les données continuent à transiter à travers des câbles jusqu'à un bâtiment de San Francisco. Ce bâtiment, situé au 611 Folsom Street, est un centre de communication de AT&T, le principal opérateur américain de téléphonie. Toutes les communications internationales arrivent au 7e étage où s'effectue une opération cruciale. C'est également par le 7e étage que transitent les communications nationales. Une cacophonie de millions d'échanges fait de larmes et de cris de joie, d'espoir et de rêves, d'emails, de fax, de relevés bancaires, de réservations d'hôtels, de poèmes d'amour et d'avis de décès, émanant de personnes se trouvant aux États-Unis. Leur seul point commun, leur caractère privé. En 2003, un ingénieur de AT&T remarque que les câbles du 7e étage ont été reroutés de façon à envoyer toutes les communications nationales et internationales dans une pièce secrète au 6e étage. C'était clairement une installation de la NSA. J'imagine qu'ils dupliquaient toutes les données transitant par Internet. Donc ça voulait dire traiter d'énormes quantités d'informations provenant aussi bien des États-Unis que du reste du monde. Quand j'entends l'expression « écoute téléphonique », je me représente toujours quelqu'un avec un imperméable, un chapeau noir et des lunettes de soleil qui rôde à la nuit tombée pour placer un micro en espérant que personne ne le remarque. Mais dans ce bâtiment, les écoutes se pratiquent en plein jour. Les fibres optiques ont été coupées pour pouvoir intercaler un système d'écoute capable d'intercepter toutes les communications entrantes. Brian Reed est expert en communication et il a examiné les documents internes fournis par l'ingénieur de AT&T, Mark Klein. Ceci montre que la pièce secrète contient du matériel électronique destiné à passer au crible tous les messages, à la recherche de mots-clés identiques à ceux que James Bamford a mis dans son email à Kuala Lumpur. Le système le plus atypique dans cette pièce, c'est un appareil permettant de rechercher en temps réel tous les messages contenant un mot donné, comme par exemple colibri, ou bien tous les messages envoyés dans la ville de Mobile, en Alabama, ou encore tous les messages contenant le mot colibri envoyés dans la ville de Mobile, en Alabama. La NSA a donc tourné ses oreilles géantes en direction de l'Amérique. D'après ce que je sais, il y aurait entre 15 et 30 pièces secrètes de ce type aux États-Unis.
La législation post-11 septembre autorise donc la NSA à espionner les Américains sur le territoire national comme à l'étranger. Après les attentats, on a été équipé d'un nouveau système qui interceptait les communications des téléphones satellites en Irak, en Afghanistan et dans les zones alentours. Appels et données en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont interceptés et relayés vers un poste d'écoute situé en périphérie de la ville d'Augusta, dans l'État de Géorgie. Adrienne Kini était chargée d'écouter certaines de ces conversations. Détachée par l'armée auprès de la NSA, elle a repris du service après le 11 septembre. Notre ordinateur nous affichait des listes d'appels, et c'était comme sur iTunes. Il suffisait de cliquer sur une ligne pour connaître le numéro de l'appelant et de l'appeler, pour écouter la conversation et connaître son heure de début et sa durée. Nos instructions étaient d'écouter toutes les conversations interceptées, même celles d'Américains ou de personnes venant de pays alliés. Certaines de ces conversations sont personnelles, parfois même intimes. On n'avait pas de consigne nous disant de détruire ce genre de conversation, mais c'était ce qu'on faisait quand j'étais en activité là-bas entre 1994 et 1998. On ne gardait rien sur des Américains. Ça me posait problème de savoir qu'il y avait des gens comme moi qui écoutaient ces conversations. Le temps qu'on passait à écouter ces conversations aux États-Unis, c'était autant de temps qu'on ne passait pas à écouter des conversations en rapport avec des organisations terroristes. En interceptant les données en provenance des fibres optiques et des satellites, la NSA se retrouve à devoir gérer un flot d'informations sans précédent. Selon une étude du Congrès datant de 2008, certaines sources de renseignements croissent au rythme de 4 pétabits par mois, soit 4 millions de milliards de bits, l'équivalent de 12 armoires d'informations nouvelles par an sur chaque citoyen américain. Mais comment traiter tout cela ? Aujourd'hui, ce sont les ordinateurs qui gèrent toutes ces données, mais ils ne nous disent pas ce qu'elles signifient. C'est pourquoi il y a des études en cours pour associer les capacités des ordinateurs à celles des humains. Des algorithmes peuvent aider à extraire les informations importantes en fonction de leur contexte. Robert Popp mène des recherches avancées sur ce type d'algorithme appelés des classifieurs. Disons que vous voulez mettre au point un classifieur pour Al-Qaïda, le concept Al-Qaïda. Donc, vous allez rechercher tous les documents, que ce soit des mails ou des données sur Internet, qui vont vous sembler être en rapport avec ce concept d'Al-Qaïda. À l'avenir, si on parvient à affiner ces classifieurs et qu'on leur associe une puissance informatique suffisante, ils pourront permettre de réduire la quantité d'informations que les analystes auront à examiner. La prochaine étape, ce sera peut-être de pouvoir demander à l'ordinateur « Est-ce qu'il y a des associations bizarres que je n'ai pas spécifiées, mais qui pourraient constituer une menace pour notre pays ?» La plupart des spécialistes s'accordent à dire que ce type d'algorithme ne sera pas au point avant plusieurs décennies et qu'il ne concernera que les documents écrits. Pour ce qui est de l'oral, la technologie n'est pas d'une grande utilité. Les conversations requièrent toujours des opérateurs humains pour les écouter. Avant le 11 septembre, le budget des services de renseignement américains, toutes agences confondues, était de 26,7 milliards de dollars. En 2008, il a quasiment doublé. Le montant perçu par la NSA est tenu secret, mais il représenterait plus du tiers du budget global. Plus que le ministère des Finances, de l'Intérieur ou du Travail. Quant aux effectifs de la NSA, ils ont dépassé les 35 000 personnes.
Maintenant qu'on a investi des sommes colossales dans la refonte des services de renseignement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est plus en sécurité aux États-Unis? Globalement, je dirais que oui. Il n'y a pas eu d'autres attaques. Et désormais, il y a une meilleure coordination et un meilleur partage des informations entre agences. Mais est-ce qu'on peut pour autant relâcher notre vigilance et baisser la garde? Non. Sans quoi on risque un retour de bâton. Il est très difficile de tracer une limite claire entre le renseignement international et le renseignement national. Ça ne veut pas dire que les agences chargées des renseignements internationaux doivent espionner à tous les coins de rue aux États-Unis. Mais il est indispensable qu'il y ait une excellente coordination entre la CIA et la NSA d'un côté et le FBI de l'autre. Sans quoi il y a des choses qui vont passer entre les mailles du filet, comme ça a été le cas lors du 11 septembre. Voilà, vous venez de comprendre qu'on ne badine pas avec la sécurité. On ne badine pas avec le secteur des télécoms. Je vous ai dit, c'est un secteur qui ne subit pas des chocs exogènes et endogènes de l'économie. Même pendant la Covid, le secteur des télécoms a continué à prospérer. Je vous ai dit la fois passée, la Chine mobilise par jour 1,5 milliard de dollars. Et bien, si nous nous organisons, si nous revoyons les choses au niveau de cette loi cadre, la SCPT va engranger ne serait-ce que quelques dizaines de millions par jour. C'est possible. Pourquoi, là où la République peut gagner suffisamment d'argent, les opérateurs économiques privés se ruent là-bas, essayent de corrompre pour s'approprier ce qui revient à l'État? Bien sûr que les opérateurs privés doivent faire des bénéfices, mais on ne doit pas imposer à l'État congolais de céder ses pouvoirs régaliens, de céder ce qui lui revient de droit. Et ici, avec les concours de la Banque mondiale, nous n'arrêterons jamais de dénoncer cela. Nous avons un parc téléphonique important qui contient plus de 45 millions de cartes SIM activées. Faites un petit calcul. Chacun de nous dépense combien pour les appels, les mégas? Nous avons des Congolais qui acceptent de dormir affamés, mais d'acheter des mégas, d'acheter des unités. Et le téléphone, c'est devenu les gadgets par excellence que nous utilisons matin, midi, soir. Sur 24 heures, il y a ceux qui tiennent leur téléphone pendant 20 heures, 10 heures, ainsi de suite. Ce sont des milliards. Nous devons nous organiser pour faire en sorte que l'État puisse aussi puiser quelque chose. Il y a de l'argent dans les secteurs des télécoms. Ce qui est grave, c'est que même la fibre optique que la Banque mondiale a financé pour la SNEL, c'est-à-dire il y a une ligne de fibre optique qui va de Inga jusqu'au Katanga, pour un coût de 7 millions de dollars d'investissement, eh bien avec là-dedans plus ou moins 48 corps, des corps ce sont des paires de fibres optiques, où vous avez là-dedans la 47e et la 48e qui sont gérés, donc les deux corps sont gérés au niveau de la SNEL, et le reste sont gérés maintenant aujourd'hui par les sociétés de télécommunications en violation des textes, parce que c'est la SCPT qui devrait bien gérer ces câbles-là et faire en sorte que les recettes qui reviennent soient peut-être données une partie à la SNEL. Ironie du sort, je vous informe que les opérateurs des télécoms s'étaient arrangés pour donner seulement 7 millions de dollars. J'ai dit bien 7 millions de dollars pour 15 ans. 15 ans pendant lesquels ils vont gérer ces trafics-là, ce qui est une arnaque du siècle. C'est rien que cette fibre-là, le flux des informations qui sont véhiculées, ça peut ramener des dizaines de millions de dollars par mois. Donc, nous demandons ici, tout à fait cessante, aux autorités du pays qui nous suivent, d'auditer, eh bien, ce contrat-là léonais. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui bouffent là derrière. Il faut auditer ces contrats léonais parce qu'on ne peut plus tolérer. Et tous ceux-là qui ont concouru à la destruction de l'opérateur public en République démocratique du Congo
doivent répondre de leurs actes. Il faut ici que le procureur général de la République qui nous suit puisse se saisir de ce dossier. Nous avons des éléments et on ne doit plus laisser aux gens, on ne doit plus permettre aux gens dans ces pays de se comporter. Nous sommes en guerre et voilà que nos informations, toutes nos autorités sont sous écoute. Tout ce que nous faisons ici est connu de l'autre côté du Rwanda parce que Liquid Telecom, eh bien, là-dedans, vous trouvez des Rwandais. Pourquoi? Parce que dans Liquid Telecom, vous avez Rwandatel qui est actionnaire. Donc, nous sortons l'argent pour donner à Rwandatel et le Rwanda qui nous fait la guerre. Est-ce que c'est acceptable, ça? Nous n'allons pas seulement aller nous battre à l'Est et ne pas nous battre à l'intérieur du territoire national pour priver ceux qui nous font la guerre de l'argent et surtout de notre argent. Décédée le mercredi 3 avril 2024 de suite d'une maladie, Tatiana Mukampamoni, agent à l'agence Galaxy Media AGEM, a reçu les derniers hommages ce samedi 13 avril 2024 à la morgue de Ngiringiri. Les cadres et agents de l'AGEM, accompagnés de leur directeur général, Jérôme Sekana Penepapa, les membres de la famille, ainsi que les amis et connaissances, sont allés s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Tatiana Mukampamoni a été conduite en sa dernière demeure au cimetière de Kintambo. Elle a laissé 2 enfants et un petit-fils. Que l'âme de notre collègue Tatiana Mukampamoni repose en paix. Madame, Messieurs, c'est par cette note triste que nous mettons un point final à votre magazine Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.